Bonjour. Il débuta au théâtre à la Comédie-Française en novembre 1787 dans le rôle de Séide, du Mahomet de Voltaire. Et aussitôt, ce jeune garçon de 20 ans capta l'attention du public en raison de sa beauté d'abord, puis de la vérité de son interprétation qui furent toutes deux remarquées par la lorgnette des spectacles. Celle-ci loua ses qualités théâtrales, sa figure sombre et expressive, son organe plein de mordant, sa démarche aisée, son aplomb, sa grande fidélité de costume, son observation scrupuleuse des convenances. François-Joseph Talma allait révolutionner le théâtre de son époque et révéler au grand public avec éclat la tragédie classique dans les plus grands rôles du répertoire, d'Othello à Néron dans Britannicus. Si l'on ajoute à cela qu'il était politiquement dans le goût du jour, qu'il professait des opinions révolutionnaires, était l'ami de Mirabeau et de Danton, on comprend que très vite il allait se faire connaître et reconnaître du public, mais aussi détesté de ses camarades de la Comédie-Française restés très royalistes. Il était déjà célèbre lorsque, âgé de 32 ans, il allait faire une rencontre qui allait le bouleverser et changer le cours de sa vie. C'était dans la première quinzaine de juillet 1795, dans les salons agréablement encombrés de nymphes aussi belles que sans vertu, de la divine Teresa Cabarrus, citoyenne d'Alien. Thérésia lui présenta un petit homme miteux et maigre qui ne payait vraiment pas de mine. Il n'était pas très grand, il n'était pas très beau et pas très soigné de sa personne. Mais ses oreilles de chien emmêlées encadraient sur un visage émacié un regard étincelant et pénétrant. C'est Paul Barras, l'homme fort du directoire, qui l'avait amené. Ce petit homme, peu ragoûtant, était général depuis peu, avait 26 ans et se nommait Buonaparte, Napoléon Bonaparte. Aussitôt, l'amour du théâtre et plus particulièrement de la tragédie rapprochèrent l'acteur et le militaire, et à partir de ce jour, ils se lièrent d'amitié. Ils se revoient régulièrement, discutent théâtre, échangent des livres. Bonaparte est reçu chez Talma, qui occupe avec sa première femme, Julie Caro, le fameux hôtel de la rue Chantereine qu'il quittera après son divorce et où s'installera alors pour un temps le couple tumultueux Bonaparte-Joséphine. Le 12 Vendémiaire, Bonaparte est avec Tallien au théâtre Feydeau. Le lendemain, il entre dans l'histoire de France, et mieux encore, dans la légende. Devenu premier consul, puis empereur, Napoléon n'oublie pas ses amitiés avec l'acteur, et Talma finit même par occuper une place essentielle dans sa vie. À la Malmaison, il devient même indispensable, incontournable. Il donne des cours de théâtre à l'entourage de Napoléon, à Caroline Murat, à Bourrienne, à Junot et à son épouse, la duchesse d'Abrantès, à Eugène et surtout à Hortense de Beauharnais, qui devient l'étoile de la petite troupe ainsi constituée. Et si à la scène du théâtre, Napoléon n'est que spectateur, il préfère celle du monde, il ne s'en passionne pas moins pour tous les problèmes du spectacle et en discute avec Talma, ce qui renforce encore leur amitié. En 1805, son ascension continue et il enrichit chaque jour la France d'une victoire nouvelle. Talma est alors de plus en plus souvent présent à ses côtés. Lorsqu'il accède au triomphe suprême sur scène avec une tragédie qui ne le mérite pas,
il faut bien le dire, les Templiers, les éloges s'abattent sur lui. Napoléon n'a alors qu'un mot. Talma est unique. Et pour lui montrer sa satisfaction, il lui paie toutes ses dettes, car l'acteur est un panier percé, lui accorde une pension viagère de 1200 francs et le comble de cadeaux précieux à faire pâlir d'envie toutes les dames de la cour qui rivalisent entre elles pour séduire l'aigle impérial. Tous ces dons, toutes ces marques d'affection, Talma les accepte, certes, mais à l'encontre de tant d'autres, il est sincère, totalement désintéressé, et il voue une réelle vénération pour celui qui est pour lui le plus grand homme de tous les temps. Après une représentation d'Othello, au cours de laquelle il s'est surpassé, devant Napoléon et Joséphine, l'empereur lui tend ce billet. « Vous avez fort ému ma femme, elle a frémi et pleuré. En souvenir de cette belle soirée, veuillez accepter le cachemire qu'elle portait sur ses épaules. Elle espère le retrouver bientôt, drapé en turban, sur le front africain d'Othello. » Une autre fois, il lui montre un camée qu'il vient de recevoir d'Italie et qui représente le profil d'Alexandre. Talma, sans aucune flagornerie et avec la sincérité qui le caractérise, lui fait remarquer combien ce visage ressemble à celui de Napoléon, qui aussitôt lui répond, la voix brisée par l'émotion. « Vous me faites plaisir de trouver là ma figure. Comme pierre précieuse, je n'aurais pas osé vous la donner, c'eût été un cadeau, mais comme portrait, conservez-la, ce sera un souvenir. » Quand Napoléon est aux Tuileries, Talma s'y rend de plus en plus fréquemment. Bientôt 1 ou 2 fois dans la semaine, à l'heure la moins protocolaire qui soit, 9h30 du matin, au moment où, avec la frugalité et la rapidité qu'on lui connaît, l'empereur déjeune. Lorsqu'il part pour l'une de ses campagnes à travers l'Europe, il demande souvent à Talma de l'accompagner. C'est ainsi qu'à Erfurt, en 1808, le tragédien de l'empereur, comme on l'appelait alors, interpréta Cinna, avec quelques autres acteurs, devant le fameux parterre de rois de célèbres mémoires, le tsar Alexandre Ier, le roi de Bavière, le duc de Weimar et quelques autres. Napoléon, qui pour quelque temps encore est le plus grand de tous, ne dissimule pas son plaisir et sa fierté de le présenter aux grands de ce monde comme si c'était lui qui l'avait fait, car, une fois de plus, Talma s'était montré le meilleur. Mais s'il avait réussi son examen de passage auprès de tous ces illustres souverains et dignitaires d'Europe, il n'en fut pas de même pour sa femme, Caroline van Hove, comédienne, et seconde Madame Talma. L'empereur le fait savoir sans embâche à l'acteur. « Je suis content de vous, mais votre femme me déplaît. Dites-lui de ne plus reparaître dans la tragédie. » Talma s'excuse et s'exécute. La malheureuse est rayée de la liste. C'en était terminé de sa carrière sur les planches. Était-ce l'une des raisons pour laquelle Talma, au sommet de sa gloire, tomba brusquement malade à la fin de l'été 1809 ? On le dira même alors au bord de la folie. Il est plus probable que c'est un rythme de vie trop épuisant qui le conduisit à la dépression nerveuse. Mais il se remit juste à temps pour assister au mariage de Napoléon et de Marie-Louise. Durant des mois, des fêtes magnifiques, des bals, des concerts, des représentations de théâtre se succèdent, et Talma suit la cour et va de triomphe en triomphe. Talma et les femmes. Voilà un bien vaste sujet que je ne me risquerai pas d'aborder, mais sachez seulement, pour rester sur notre registre, qu'il eut une aventure amoureuse retentissante avec Pauline Bonaparte,
la sœur de Napoléon. Une aventure romantique, entourée de mystères, mais fulgurante et qui ne durera que quelques mois. Séparé d'elle, pour honorer ses engagements à l'étranger, il lui écrit alors des lettres passionnées, mais quand il lui demanda de la rejoindre, elle lui fit comprendre gentiment qu'elle ne le ferait pas, ce qui le désespéra, et ces lettres déchirantes nous sont parvenues. « Si ma destinée était de ne plus te retrouver telle que tu as été pour moi, alors le ciel m'accorde de mourir. » Il n'en meurt pas toutefois, et écrit même une lettre, non moins fougueuse, à sa jeune maîtresse du moment, Jacqueline Bazire. Si la plupart des lettres qu'il écrivit durant toute sa vie à ses nombreuses maîtresses ne manquent pas d'intérêt, la plus belle de toutes, et assurément la plus bouleversante, reste celle qu'il envoya, non pas à l'une de ses maîtresses, mais à Napoléon, au moment de son abdication en 1814. Elle mérite, selon moi, que je vous la lise in extenso. Sire, pardonnez-moi si je saisis l'occasion qui m'est offerte de vous écrire, mais mon cœur a besoin de se soulager, et j'ai besoin de mettre à vos pieds le tribut de mes larmes et de mon affliction profonde. Sire, je ne vous verrai plus. Cette bienveillance, si honorable pour moi, qui me permettait de vous approcher quelquefois, m'est donc gravie pour toujours. Ah, sire, je manque de termes pour vous exprimer ma douleur. Moi qui avais mis mon bonheur à vous aimer, à vous consacrer mes faibles talents, et mis l'unique espoir à finir mes jours avec vous, tout est évanoui pour moi. Ah, sire, Dieu m'est témoin que l'aisance qui m'est ôtée et dont je jouissais par vous est bien loin maintenant d'occuper ma pensée. Mes regrets ont une source plus douloureuse et plus pure. C'est votre personne, c'est vous seul que je pleure. Sire, vos bontés et la distinction dont vous m'avez honoré ne sortiront jamais de mon cœur. Ma mémoire vous sera fidèle et jamais, non, jamais, je ne serai rangé parmi les ingrats que vous avez faits. Le malheur, le sort qui vous a trahi, n'ont fait qu'accroître mon attachement à votre personne et vous ont rendu, s'il est possible, plus grand et plus vulnérable à mes yeux. Je me soumets, puisqu'il le faut, à la destinée et aux lois de mon pays. Mais, sire, quels cœurs ingrats et vils pourraient me blâmer de vous avoir pour l'éternel objet de ma reconnaissance et de mes regrets? Sire, mon cœur vous suit. Recevez les vœux que je fais pour la tranquillité de vos jours, ainsi que l'hommage du profond respect et l'inviolable attachement avec lesquels j'ai l'honneur d'être, sire, de votre majesté, le plus fidèle et dévoué serviteur. Talma. L'attachement de Talma pour Napoléon était sincère. Toute la douleur contenue dans cette lettre n'était nullement feinte, même si c'était un excellent acteur. D'ailleurs, il faut souligner qu'il porta toujours le deuil de son grand homme à l'anniversaire de la mort de celui-ci, le 5 mai. Le revit-il pendant les 100 jours? Je ne le pense pas. C'est en tout cas peu probable, le temps passant si vite et les circonstances n'étant plus guère favorables. Ce qui est sûr, c'est que jamais cet attachement ne se démentira. Et quand le tragédien de Napoléon meurt à 63 ans, le 19 octobre 1826, d'une occlusion intestinale, sur les murs de sa chambre se détachait ostensiblement le portrait de Shakespeare et celui de Napoléon, et ses médecins découvrirent sur sa poitrine un médaillon d'or.
une miniature de l'empereur s'y trouvait avec 3 mots gravés. Tibi semper fidelis. Je vous remercie.